Nous allons parler résidence-service senior et plus particulièrement architecture, design, décoration intérieure avec un nouvel acteur dans les résidences-services seniors de la marque O-Active, représenté aujourd'hui par Jacques Pleurmeau, qui est le fondateur d'Omnicity, qui propose les résidences-services O-Active. Nous avons également Marc Dolger, qui est le cofondateur d'Outsign, qui est architecte. Et il viendra nous rejoindre en cours de route, normalement, François Basilien, qui est directeur général de RBC Immobilier. Bonjour à tous les deux et trois. Bonjour Frédéric. Bonjour. Peut-être commencer par vous présenter votre structure, ce que vous faites très rapidement, Jacques. Alors, moi, je suis président du groupe Omnicity, qui intègre une filiale promotion et une filiale exploitation. La filiale exploitation s'appelle OActive. Et par ailleurs, je suis président d'un groupe d'EHPAD en Normandie qui s'appelle le groupe Hommage. D'accord. Marc? Je suis cofondateur de l'agence Outsign et Outsign Architecture, sachant que la singularité de l'agence, c'est d'une part de travailler le design d'usage et ensuite la réponse par le lieu, donc de l'aménagement intérieur jusqu'à l'architecture. Peut-être commencer par présenter les résidences O-Active, Jacques, et après on parlera Ouais. du marché. Alors, les résidences OActive, elles sont aujourd'hui en France. On en a 3 d'ouvertes actuellement, qui sont Angers, Colmar et Saint-Pierre-de-Léron. On en a 2 autres qui vont s'ouvrir d'ici un mois et demi, c'est Nîmes et Cergy-Pontoise. Et puis, on en a 12 autres qui sont soit en construction, soit sur un statut de fin de montage pour démarrer la construction. Voilà, donc ça fait à peu près 17 résidences en France avec l'idée d'atteindre un pipe d'une quarantaine d'ici 2025. J'oserais dire, un acteur en plus dans les résidences de services seniors. Qu'est-ce qui différencie OActive d'autres acteurs? Oui, alors un acteur en plus, c'est certain. En même temps, le marché, il a quand même une certaine profondeur. On parlait il y a 3 4 ans de 2000 résidences sur l'ensemble de la France, ce qui est quand même très peu par rapport au nombre d'EHPAD qu'on a aujourd'hui en France. Et on voit que le chiffre s'agrandit, donc il y a quand même une certaine profondeur de marché. Donc je dirais qu'il y a du travail pour tout le monde. Après, il y a des logiques d'implantation qui ne sont pas forcément les mêmes entre nous tous. Nous, on est plutôt dans une logique urbaine, en cœur de ville, essentiellement, et on ne fait que ça d'ailleurs. Donc, on regarde de très très près la qualité, je dirais, de l'implantation en zone urbaine. Après, on a essayé de prendre les choses depuis le senior et on a essayé de se dire, mais finalement, c'est quoi être senior en France? Quelles sont les caractéristiques d'une seniorité en France? Et on voit bien que c'est extrêmement complexe. On est aujourd'hui à pas loin de 9 profils. Il y a des études qui l'ont démontré. Donc, être senior d'avant-guerre ou être senior dans peu de temps après-guerre, c'est pas la même logique, c'est pas le même mode de pensée, c'est pas le même mode de consommation, c'est pas non plus la même idée de vivre son habitat. C'est aussi beaucoup de services qui est demandé. Donc voilà, donc on a essayé de répondre à ça. Et puis on a aussi cette question de revenus, parce qu'on dit c'est quoi le niveau de retraite en France? 1300 euros, 1500 euros. Qu'est-ce qui peut permettre à tous les seniors de bénéficier d'une résidence service senior quand on sait qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'aide en dehors de la CAF? Donc là aussi, on a essayé de décliner notre offre en 3 gammes, Access, Latitude et Élégance, pour justement nous permettre de nous adresser au plus grand nombre de seniors en France. Les 3 gammes, c'est des résidences différentes qui ont ces 3 gammes, un petit peu comme, j'allais dire, Ibis, la marque Ibis, ou c'est au sein C'est même de la ça. résidence, il y a les 3 gammes d'appartements? Alors, ce qui va différencier les gammes, c'est effectivement le niveau de finition, non pas que
enfin, le niveau de finition et de la qualité des matériaux qu'on va utiliser, mais Marc, qui est au centre de tout cela, vous expliquera ça mieux que moi. Mais on a raisonné un peu comme chez Accor, Ibis, Mercure, Sofitel. Eh bien, nous, on est Access, Latitude et Élégance. Donc, on a des niveaux de finition beaucoup plus soignés chez Élégance, même si on se sent très bien dans une résidence comme Access. Donc voilà. Et sur les appartements en eux-mêmes, je dirais qu'ils sont à peu près équipés de la même façon, je crois, Marc, hein, d'une résidence à l'autre. Absolument. Oui. On est quasiment dans le même niveau de rendu. Voilà. Mais par contre, en termes d'accompagnement, on va mettre un peu plus des heures salariées au sein de Élégance plutôt que parce que c'est des questions de revenus, de redevances. On va être sur un site quelconque d'une gamme Access. Pour un T2, on va être à 1200, 1400 euros la redevance, intégrant le loyer, alors que chez Élégance, à Maison Lafitte, par exemple, une construction qui est en cours et qui ouvrira en 2022, là, on va être davantage à 2000, 2100. Donc, on n'a pas les mêmes prestations, mais malgré tout, on a le même logement. D'accord. Marc, quand vous avez commencé à réfléchir sur ce projet de nouvelle résidence, comment est-ce que vous abordez, au tout début, comment est-ce qu'on aborde ce challenge? Par quoi est-ce que vous commencez pour commencer à apporter une réponse? Alors, on va dire, comme la citation, on peut l'amener sur une idée originale de Jacques Pleurmeau. Effectivement, on a, nous, eu la chance aussi d'être relativement vierge sur le terrain du senior. C'est-à-dire qu'on a pu, de ce fait, avoir un regard extrêmement frais et neuf sur la façon dont on souhaitait proposer un lieu qui puisse être un lieu de vie et de séjour pour les seniors. On s'est effectivement appuyé sur ce que Jacques avait mentionné, à savoir cette multiplicité de profils. Donc, on n'a pas un senior, on a une multiplicité de personnalités et d'attentes. Et ce qui était important pour nous, c'était de proposer à chacun un environnement qui puisse lui correspondre. Et donc, cette multiplicité et cette conjugaison de profils, on va la retrouver dans le lieu. Donc, pour nous, le point de départ, c'est toujours l'usager. On s'abstrait au départ d'une réponse architecturale, d'un dessin d'un espace, mais on est d'abord en train d'imaginer, et c'est le travail qu'on a fait avec Jacques et Muriel Dunoyer, en train d'imaginer une sorte de programmation idéale. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce lieu devienne un lieu de vie et un lieu de séjour? Et l'autre élément important, ça a été effectivement de dire, quelle que soit la gamme, il faut qu'on ait une qualité perçue qui soit bienveillante et qui soit qualitative. Donc, on n'a pas de low cost. On a des gammes différentes et des gammes effectivement qui vont s'appuyer sur des expressions de formes et de matériaux différentes. Mais en tout cas, on a toujours été vigilant sur le fait qu'il ne fallait pas qu'il y ait une perception de moindre valeur dans certaines gammes. Donc ça, c'est un exercice. Aujourd'hui, on a une palette de matériaux, de mobilier, et François qui nous rejoint pourra nous le dire aussi, c'est de trouver toujours une attente de service rendu par le lieu qui soit qualitative, quel que soit le lieu en tant que tel. Bonjour François, c'est la première émission que j'enregistre où il y a un invité qui arrive en cours d'émission. Je suis absolument navré, toutes mes excuses. Voilà. La question que j'ai posée à Marc, je voudrais vous la reposer. Quand Jacques vous a proposé ce projet, ou quand vous êtes rencontrés, comment est-ce que vous avez abordé ce challenge au niveau partie immobilier, j'ai bien compris pour vous? Pourquoi est-ce que vous avez commencé? Comment est-ce que vous avez fait pour apporter une solution? Alors, nous, notre métier, habituellement, et je dis bien habituellement, c'est d'accompagner des projets dans un certain registre, sur un terrain qui nous est connu, sur des connaissances mobiliers et produits qu'on a l'habitude de maîtriser. Là, c'était totalement un retournement de mentalité, d'objectifs et de motivation, parce qu'en fait, on est arrivé, grâce à Outsign et à Omnicity, on est arrivé sur un domaine qui nous était complètement inconnu. Il faut quand même le reconnaître aujourd'hui. Le challenge était à un niveau tel qu'on a dû se remettre en cause très profondément, entendre et comprendre les problématiques sur un secteur que nous ne connaissions pas et trouver une solution non pas classique
de distributeurs et de revendeurs de mobilier habituellement, mais d'accompagner ce projet dans ses contraintes, et je dirais même plus sur une casquette de producteurs et d'industriels, en particulier en ce qui concerne les cuisines, que sur notre registre habituel. Donc, le premier point que je retiendrai de cette expérience et qui est très édifiante pour le groupe RBC, c'est de nous avoir conduits à une certaine réalité et de nous avoir fait rejoindre un domaine dans lequel on n'était absolument pas du tout expert a priori. Ensuite, le deuxième point qui a été majeur pour nous, c'était de comprendre que jusqu'au moindre détail, Marc parlait des matériaux tout à l'heure, et toute la stratégie qui est mise autour des espaces communs, tout ce noyau qui est sur le socle, les lieux à partager pour le type d'occupant de ces bâtiments, va jusque dans les moindres détails. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une considération assez abrupte et assez simple de ce public, de ce type d'occupant. Il y a une vraie préoccupation chez Omnicity et chez Haute-Seine du bien-être, de l'accompagnement jusqu'au bout des personnes qui vont vivre une expérience et qui vont expérimenter une vie. C'est dans les deux sens, en fait, dans ces bâtiments. Donc, c'était un très, très gros challenge pour moi. Dans votre travail, juste rebondir, Frédéric, sur ce que vient de dire François. Il y a un postulat de départ qui est important, cette fraîcheur de vision qu'on a pu avoir, nous, d'un côté à Haute-Seine, parce que Jacques a souhaité aussi développer un modèle inédit des résidences-services. L'adossement et l'écoute qu'on a pu trouver chez RBC étaient déterminantes, mais l'important pour nous, c'était de déstigmatiser le lieu. Il faut dire que quand on a commencé à s'intéresser au sujet, on a été démarché et abordé par de nombreux intervenants qui avaient des approches en termes de mobilier et d'ergonomie qui étaient quand même un EHPAD dégradé versus un RSS étant un lieu qui a sa pleine personnalité et qui a sa pleine programmation. Et donc, cette fraîcheur nous a permis de nous affranchir effectivement de ce poids-là. D'accord. J'avais une question. De par le passé, Marc, vous avez travaillé pour des EHPAD ou pas du tout, en fait? Vous étiez neuf dans ce secteur d'activité? On était relativement neuf. On avait fait des micro-interventions sur des EHPAD. Mais c'est vrai que notre domaine à l'origine, toujours autour de l'usager, ça a été d'abord le retail et ensuite le lieu de bureau. Et quelque chose donc qui nous a amené vers le résidentiel de service, sachant que ces trois secteurs sont des secteurs qui portent une attention particulière à l'usager et qui partent de l'usager pour pouvoir positionner le lieu. Et ça, je pense que ça a été un élément déterminant. Je dis ça parce que je connais, on ne citera pas le nom, mais je connais un mini-groupe de résidents services seniors qui ils ont fait appel à un cabinet d'architectes qui travaillait pour les EHPAD. Et quand on a visité la première résidence, ça ressemblait très, très, très clairement à un EHPAD. Et par rapport à… Mais Jacques avait été très clair sur le sujet au départ. Oui. Alors, c'est vrai que cette notion de stigmatisation, je peux le redire, hein, Frédéric, mes parents sont dans une de mes résidences et j'étais encore avec eux ce week-end dans leur appartement et je leur ai dit, vous sentez-vous en maison de retraite? Et ils m'ont dit, pas du tout. Pas du tout. Et on ne veut pas de ça. Je veux dire, je défends la maison de retraite puisque je suis aussi président d'un groupe de maisons de retraite, mais je défends aussi le positionnement et la posture d'Omnicity via sa marque OActive au sein des résidences services seniors parce que c'est un autre métier. C'est un autre métier. Moi, ce que je voudrais aussi surtout dire, c'est que quand on quitte son domicile historique, familial, c'est quand même un changement de vie. Et ça, c'est quelque chose qui est à appréhender avec sérénité et douceur, si je puis dire, vis-à-vis du résident. Donc, cette notion de mobilier, de design, etc., elle est importante parce que c'est quand on rentre dans la résidence, on voit des choses et qui va être un élément rassurant ou pas. Voilà. Et on sait aujourd'hui que la maison de retraite, avec le Covid, et je suis le premier à le savoir, aujourd'hui, la problématique des taux d'occupation des EHPAD, jusque maintenant, ce n'est pas trop mon cas, mais
finit par poser problème parce que les gens se rebutent par rapport à l'EHPAD. Donc, on voit bien que la demande, elle est ailleurs. Elle est dans du service, elle est dans un mobilier et des équipements évolutifs. C'est-à-dire, quand je dis évolutif, on vous aménage l'appartement à un instant T pour vous au regard de votre situation personnelle, physique, cognitive et autres. Demain, on doit pouvoir faire bouger votre environnement pour qu'il s'adapte à votre situation de demain. Voilà. Et ça, c'est le fruit d'une réflexion. Frédéric, vous m'avez connu avant que je développe cette marque-là au sein du groupe Quartus. J'avais réuni des sociologues, des ergothérapeutes, des architectes, des gens de la e-santé, et d'ailleurs je développe de la e-santé dans mes EHPAD en Normandie, des gens de la domotique, on avait travaillé avec le groupe Legrand, malheureusement c'est même pas avec eux qu'on travaille, c'est avec Aguerre, mais voilà, donc tout ça, ça a été toute cette réflexion en amont qui nous a conduit aujourd'hui à proposer ce concept qui se dit vouloir être différent des autres parce que c'est ce qu'on veut, mais en même temps, je suis dans une situation où je suis toujours en situation d'apprendre des expériences des autres et de ceux qui ont fait ce métier-là avant moi. Alors, j'ai plein de questions. La première question qui me vient pour François, est-ce que vous avez demandé l'avis des seniors dans votre réflexion? Est-ce que vous avez intégré des seniors dans votre réflexion? Et des seniors de quel âge? Alors, là, pour être très clair, on est sur une équation où le cahier des charges et le dialogue avec les utilisateurs finaux étaient dans l'expertise de Omni et de Outsign. Donc, ce qui nous était reporté, c'était les contraintes dans lesquelles on devait agir, mais on n'a jamais été, jusqu'à ce que les lieux soient occupés, quasiment à la livraison des premières résidences, on n'a jamais été confronté directement au public. Et à ce sujet d'ailleurs, la première réalisation, et c'est là où je remercie les deux acteurs principaux de cette opération de nous avoir confié le mobilier, c'est on a appris à apprendre. Ça a été toute une pédagogie aussi de leur part à l'égard de RBC pour qu'on comprenne la spécificité des problématiques et en même temps la contextualiser en ville, en vraie vie, entre guillemets, et non pas dans un cocon à l'écart que pourrait être un EHPAD classique dans l'imaginaire qu'on pourrait avoir. Donc, la première opération qui était près de Angers nous a appris énormément de choses sur la qualité des matières, sur ce qu'on devait revoir dans notre stratégie au niveau des produits, comment approcher les textiles. On a aussi appris par expérience et ça a été le plus de pédagogie a été dans l'expérimentation à échelle réelle de la première résidence. Il n'y a pas eu de dialogue avec les utilisateurs finaux. Je dois souligner aussi, et ça c'est très important dans la relation qui lie RBC et Omnicity et Outsign, c'est qu'il n'y a pas de résidence sans exploitant, sans directeur de site, sans personnes qui sont à l'opérationnel au quotidien. Et ce reporting qu'ils nous ont fait aussi à l'usage de ce qu'on avait produit sur les premières résidences nous permet aujourd'hui d'être, on va dire, dans une phase évolutive de la proposition qu'on fera dans les prochaines résidences. Toujours côté immobilier, François, qu'est-ce qui vous a le plus marqué avec le recul ou qu'est-ce que vous avez le plus appris d'éléments importants pour le mobilier, l'aspect immobilier? Oui, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué et c'est Jacques qui nous l'a impulsé. Encore une fois, c'est une mutation de mentalité à avoir en esprit pour les seniors. D'abord, senior, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Parce que c'est une génération, les âges, qu'est-ce que c'est que d'être senior ou ultra senior? Peut-être qu'on inventera un truc comme ça. C'est que Jacques voulait quelque chose de gai, de joyeux, qui est de la couleur, qui est de la vie. Et c'est pas du tout le perçu, le présupposé, je dirais même le jugement de valeur qu'on pourrait avoir en tant que fournisseur de mobilier. On pense tout de suite à des tissus un peu tristounes, voilà. Et dès le début, cette équation était dans
dans dans l'envie de faire de ces lieux des lieux de rencontre, des lieux de vie où on est bien. Jacques l'a dit tout à l'heure, pour un couple qui vit depuis 30 ans, 40 ans ensemble dans une maison ou dans un appartement, déménager dans une résidence comme celle-là, c'est un traumatisme, c'est quelque chose de pas simple à expérimenter. Quelquefois, la famille n'est pas là ou très loin. Ça peut être pour certains un parcours très solitaire aussi, des gens qui sont seuls. Et cet univers de gaieté, de couleurs, et de pouvoir proposer dans une rationalité, et ça on peut en dire deux mots, la rationalité des coûts et de l'exploitation est réelle, elle fait partie de l'équation, de pouvoir créer du choix et une richesse par les matières, par les coloris, et la versatilité, comme disent les Italiens, des produits était indispensable pour ces résidences. Marc, côté architecture, comment est-ce que l'on fait quand on mène un projet comme ça pour être certain que l'idée qu'on va proposer à Jacques va répondre à la demande des futurs habitants? Marc, juste, Oui. je voudrais quand même préciser que on parle des seniors, mais on parle aussi des autres publics qui viennent dans la résidence et qui viennent consommer. Et ça, je l'introduis tout de suite, cet élément-là, parce que puisqu'on parle de design, d'architecture, faut aussi pouvoir intégrer ça. Voilà, c'était juste. D'accord. Ça va me permettre de on y reviendra rebondir. pour le côté ouverture. Justement, là, on touche directement la question de l'usage. Alors, d'une part, effectivement, on a une expérience soutenue de la transposition d'usage en solution de lieu. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. On fait des prototypes. On n'a pas mentionné, mais François avait mis à disposition tout un ensemble de mobilier qu'on est venu tester, s'assurer que la hauteur d'assise était la bonne, que la fermeté, que l'ergonomie du mobilier fonctionnait et était favorable à l'épanouissement aussi d'une population qui pouvait avoir une mobilité un peu moins aisée. Donc il y a bien eu des tests et des essais échelle 1 jusqu'à l'ergonomie des cuisines, l'ergonomie des espaces. Et donc on a développé des prototypes à échelle 1, sachant que tant qu'on n'a pas construit le lieu, effectivement, on s'adosse à une expérience qu'on peut avoir. Mais sur la postulat du lieu, justement, il y a quand même un élément déterminant, et Jacques précisait que l'implantation des résidences-services ou actives au sein d'un tissu urbain, avec un cahier des charges précis sur des services de proximité, et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on parle tous de la ville du quart d'heure. Je dirais que la ville du quart d'heure, cette problématique, on l'a traitée déjà il y a 4-5 ans en s'intéressant déjà au sujet. C'est de proposer d'une part un équipement qui soit dans un tissu urbain et connecté à la ville et aux services, et d'autre part, autre élément important, c'était l'ouverture sur l'extérieur. On est sur un espace, et ce socle dont vous parliez tout à l'heure, c'est un élément déterminant puisque le rez-de-chaussée de la résidence est quelque chose qui doit délibérément être ouvert sur l'extérieur. On reste en relation, on n'est pas dans le repli, et ça c'est important aussi dans une posture du bien vieillir. On reste en relation avec la ville et on va pouvoir faire rentrer la ville dans la résidence. Donc ça, c'est un cahier des charges aussi fonctionnel et architectural. On a des socles qui sont vitrés. Quand on est de l'extérieur, on voit qu'il se passe quelque chose. On n'est absolument pas dans une logique de cloître ou d'abbaye repliée sur soi-même, etc. Au contraire, on essaie toujours d'aller chercher la ville, le flux, la vie. Et ce qui a aussi une incidence sur la façon aujourd'hui dont c'est exploité. Si on prend l'exemple de Colmar, aujourd'hui, il y a des petits producteurs qui viennent vendre leurs produits dans les allées de la résidence extérieure. Donc ça, c'est vraiment la connexion à la ville, elle est parfaite à ce niveau-là. Justement, l'ouverture sur l'extérieur, Jacques, comment est-ce qu'on fait pour ouvrir la résidence active aux générations autres que les seniors? Marc citait l'exemple de Colmar, puisque c'est à Colmar qu'on a fait nos premières expériences au cours de l'été, où le marché local, des producteurs locaux se sont intégrés dans la résidence, dans l'espace de vie extérieur, et vous aviez des allées-venues entre la ville et la résidence, et pas forcément des publics spécifiquement seniors. Donc ça, c'est une expérience. On a Saint-Pierre-de-Léron où on est beaucoup en connexion aujourd'hui avec l'ARS et notamment tous les professionnels médicaux et paramédicaux
pour proposer aussi à la ville des solutions en matière de e-santé, hein, puisque ça, je le rappelle, c'est une expérience que j'ai, moi, au sein de Hommage et qu'on va développer sur Saint-Pierre-de-Léron. Saint-Pierre-de-Léron étant sur une île, comprenez bien qu'un 14 juillet, avec le pont de l'île qui fait l'accès du littoral à l'île, pont complètement bouché, c'est hélicoptère à chaque fois pour apporter à secours. Et donc là, une solution qu'on peut apporter au territoire, c'est notamment l'exemple de la e-santé. Voilà, donc ce sont des exemples comme ça. Et puis j'en ai plein d'autres. On est aujourd'hui en train de travailler sur un projet avec la petite enfance, mais ça, c'est assez connu et reconnu dans le secteur. Mais voilà, en tous les cas, moi, je voulais insister là-dessus. Et puis des personnes qui passent devant le restaurant et qui… Colmar, c'est 3 millions de visiteurs par an. Et on sait que l'offre de restauration aujourd'hui, elle est insuffisante à certains moments de l'année. Et on a des gens, des travailleurs de passage, des touristes qui viennent dans notre résidence pour se restaurer le temps du midi. Voilà, donc, et ça, c'est cette notion… alors là aussi, c'est peut-être un terme très galvaudé en ce moment, Frédéric, vous qui êtes extrêmement… connu et reconnu dans le secteur, mais on parle de résidence inclusive, mais c'est de ça dont on parle. Quand on dit que notre implantation, elle est urbaine, elle est en cœur de ville, elle a cette volonté de se connecter avec le monde extérieur, c'est à travers ces leviers-là. Y compris dans la programmation. Juste pour compléter ce que tu dis, Jacques, effectivement, l'offre de restauration, c'est un élément déterminant. Déjà, il y a une qualité de restauration qui est assez exceptionnelle. Ça, on la pratique régulièrement quand on y va. Donc, l'ouverture sur la ville et l'accès de l'extérieur à la restauration est un élément important. Mais déjà, dans la terminologie et la typologie des activités qu'on a prévues quand on a conçu les socles, on a parlé d'espace de coworking, on a parlé de Fab Lab, on a parlé aussi de centres de wellness, avec à chaque fois cette logique de dire laissons rentrer la ville dans la résidence parce qu'elle va nous enrichir sur tous les plans, sur le plan de l'échange, sur le plan de l'activité et sur le plan de l'entraide aussi, puisqu'on sait qu'une partie de nos seniors sont des seniors qui veulent garder une activité, qui veulent rester dans la vie active. On peut très bien imaginer, et ça c'est un des autres éléments qui est en train de se développer, la promotion du lien pour aider, s'entraider. Vous avez prononcé le mot de Fab Lab. Ça m'a intrigué au tout début. Comment est-ce que Jacques, je ne sais pas qui a eu l'idée, j'imagine Jacques, comment est-ce que vous avez eu l'idée, du Fab Lab? Déjà, expliquez ce que c'est qu'un Fab Lab et comment est-ce que l'idée de mettre un Fab Lab dans une résidence service senior vient-elle à l'esprit? C'est le partage entre les générations. C'est un lieu où, effectivement, deux générations distinctes peuvent se partager. Je peux vous prendre l'exemple d'un monsieur qui a 75 ans et c'est pour ça que je dis au tout début de mon propos, c'est quoi vivre sa seniorité en France? Et ce monsieur de 75 ans, lui, il dit, mais moi, je suis dans une volonté d'interagir avec mon environnement. Je veux pouvoir transmettre un savoir. Un monsieur qui était dessinateur industriel et qui s'intéresse beaucoup à la mécanique, voilà. Et il s'est retrouvé en contact avec un jeune garçon qui se trouvait en lien avec la résidence. Je n'ai pas forcément à vous donner l'explication, mais voilà. Et ce jeune, qui était tout jeune, hein, il avait 10-11 ans, il avait un problème sur son vélo. Et ce monsieur, il a dit, moi, je vais te le réparer, ton vélo. Voilà. Et donc, ce Fab Lab, c'est ça. C'est un lieu où on se retrouve et on se propose des services, voilà, sur un sujet de vélo ou sur un sujet de je sais pas quoi. Moi. Mais voilà, donc voilà. Après, la notion de Fab Lab et le terme utilisé, ça c'est, je vais redonner ça à la paternité puisque c'est Marc qui a proposé ce nom-là. Ce côté anglophone, ça peut toujours interroger. Quand les gens arrivent, Fab Lab, on se dit, mais c'est quoi Fab Lab? Peut-être que Marc peut expliquer davantage que moi. Alors, quand on parlait de déstigmatisation tout à l'heure, effectivement, il y a aussi une terminologie qui participe à cette déstigmatisation.
Il y avait la volonté aussi de promouvoir une notion d'upcycling, d'économie circulaire. L'exemple que donnait Jacques sur le vélo réparé, bah, c'est un vélo pas un autre vélo qu'on va jeter, il y a un autre qu'on va acheter, par exemple. Et l'objectif aussi de garder comme une terminologie du Fab Lab, c'est de pouvoir à terme pouvoir imaginer des imprimantes 3D parce qu'on sait qu'on a une génération de seniors qui est tech-aware, des geeks, et qui sont parfaitement capables aussi de faire imprimer la petite pièce qui manque pour réparer la petite mécanique qui fait défaut. Donc là encore, on est ambitieux pour ce lieu. On est ambitieux parce qu'on veut aller au-delà des demandes. Et la question qui se posait de développer avec des usagers, je ne suis pas sûr que si on avait fait des workshops avec les usagers, on aurait forcément franchi ces barrières-là. Donc, quelque part, dans l'aspect visionnaire, il y a aussi le fait d'aller au-delà des limites identifiées, au-delà du savoir connu. Autre point que je voulais aborder, c'est le côté évolutif, peut-être conçu par Jacques. Qu'est-ce qu'une résidence service senior évolutive? Alors, Muriel Desnoyers m'a rejoint dans l'équipe quasiment au tout début de l'aventure. Muriel était présidente de Vivalib. Vivalib, qui était une société qui travaillait beaucoup pour les organismes HLM, avec l'idée de rendre le lieu de vie évolutif. Donc, Muriel est arrivée avec énormément d'idées et ça rejoignait assez bien les miennes parce que aujourd'hui, la question de l'habitat chez les seniors, c'est une question qui est totalement à repenser. On sait que 3 ou 4% du logement, du parc du logement en France est adapté aux seniors. Donc, il y a un grand chantier qui nous attend. Et en même temps, on est au milieu d'un tas d'idées, de concepts qui restent aussi à vérifier, à pouvoir aussi s'assurer de l'utilité. Et de ce point de vue-là, moi, j'ai dit à Muriel, prévois-moi un logement dans lequel une personne qui a aujourd'hui 70 ans, à 80 ans, on puisse lui garantir qu'elle peut encore rester dans son logement. Voilà. Donc, trouve-moi des solutions numériques, domotiques, ergonomiques qui puissent rendre ce logement évolutif et qui puissent accompagner le plus longtemps possible la personne dans son logement. Et là, aujourd'hui, elle a répertorié 238 points d'évolutivité dans l'appartement et qui touchent à des questions sur des problématiques de mobilité nocturne. Qu'est-ce qui se passe quand la personne, la nuit, se déplace? Des problématiques d'accès au logement, des problématiques d'absentéisme. Quelqu'un qui s'absente de son logement, comment il peut gérer à distance son appartement? Des problématiques d'ergonomie liées au mobilier. François en parlait tout à l'heure, où on lui a demandé, parce qu'on est quand même dans une démarche itérative, on a fait nos 3 premières ouvertures, on a conclu sur des insatisfactions. Et j'ai dit à François, tu retravailles sur ton cahier des charges, ça ne convient pas, il y a des retours qui ne nous conviennent pas. Donc, et c'est cette démarche itérative qui nous permet aussi de rendre aussi notre parcours d'apprenant, parce qu'on est apprenant dans ce métier, on n'a pas 30 ans d'expérience, pour pouvoir justement proposer un logement qui puisse maintenir son résident chez lui. Peut-être François, vous pouvez nous proposer, nous expliquer, nous donner des exemples de services, de systèmes, de produits qui permettent le côté évolutif d'un logement. Dans notre métier, nous, notre premier devoir, c'est d'être évolutif, ne serait-ce que par la pérennité des produits que l'on propose et que l'on a suggérés pour l'aménagement. Il est pour moi totalement inconcevable aujourd'hui d'être sur des cycles de vie courts, voire très courts, d'une certaine forme de mass market dans le mobilier. Et l'équation qui était assez complexe, c'était d'être à la fois rationnel dans les données financières du sujet, tout en ayant de la pérennité, de la durabilité, parce que l'éco-responsabilité commence par là. Ce n'est pas forcément d'acheter quelque chose ou de vendre quelque chose qui se recycle, mais c'est de vendre quelque chose qui aura une vraie durée de vie et qui n'est pas jetable. Pour moi, c'est la première phase
de l'économie circulaire. La deuxième phase, on en parlera plus tard, c'est qu'on va commencer à avoir une activité sur les deuxièmes cycles de vie, voire troisième cycle de vie avec RBC, et la valorisation aussi d'une économie circulaire sur le mobilier. Ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur aujourd'hui. Mais ces produits qui permettent le côté évolutif d'un logement, ils sont mis de base dans le logement ou c'est des éléments qui viennent se rajouter au fur et à mesure et sur mesure en fonction de l'évolution de la santé de la personne? François, je vais juste te devancer. Le groupe La Paire a travaillé en démarche design thinking sur une cuisine. Oui. Voilà. Et on sait qu'une cuisine, c'est un lieu où une personne âgée peut y passer du temps et en même temps, il y a beaucoup de dangers dans une cuisine. Des problématiques de portée, des problématiques de chaleur, des problématiques aussi d'hygiène, etc. Et de ce point de vue-là, j'ai trouvé cette démarche chez La Paire extrêmement intéressante. Et d'ailleurs, ils avaient conçu une cuisine complètement dédiée aux seniors qu'ils n'ont d'ailleurs pas commercialisée en France. C'est bien dommage. Mais en tous les cas, il y a eu véritablement toute une réflexion là-dessus. Et c'est vers ça que j'ai demandé à Marc et à François de travailler, c'est de dire, voilà, partie de nos premières versions, comment on peut rendre les choses évolutives. Et on a sorti récemment, pour les 2 résidences qui vont s'ouvrir, une nouvelle cuisine. Et peut-être que là, François ou Marc peuvent vous expliquer les notions évolutives qu'on a pu apporter. Dans la donnée évolutive, parce que Jacques a raison, l'espace cuisine est l'espace un peu stratégique de vie dans ces logements. Et l'équation était à résoudre, c'est aujourd'hui je suis debout, demain je suis en fauteuil, comment je fais? Donc on est sur une conception totalement sur mesure pour Omnicity et sur un design que Marc a dirigé, sur une conception-réalisation d'un modèle de cuisine spécifique à cette aventure qu'on a menée ensemble. Ça implique énormément de choses à la fois pour RBC en tant qu'on va dire expert de production de ce mobilier et pour notre partenaire industriel qui est à nouveau d'avoir dans 5 ans si quelqu'un veut rajouter un meuble ou dans 10 ans s'il faut une tablette, comment on fait? Est-ce qu'on aura toujours les mêmes finitions? Est-ce que c'est démontable? Est-ce que c'est modifiable par l'exploitant? À quel moment on est obligé d'intervenir, nous, en tant que monteurs spécialisés pour modifier? Toujours est-il que, à la base, le produit est conçu pour évoluer. Et la nouvelle version que l'on a mis au point, très simple, on est sur des raisonnements mécaniques de construction et d'assemblage très simple pour que ce ne soit pas ultra complexe pour l'exploitant et le directeur de résidence de manipuler, parce qu'il ne faut pas qu'on soit sur des choses compliquées. On a anticipé cette évolution des produits. Et encore une fois, je parlais de cycle long, les finitions qu'on a aujourd'hui sur les panneaux de particules, parce qu'il faut être très pragmatique dans ce cas, sont des finitions qui dans 4 ans, 5 ans seront toujours présentes et seront toujours possibles de fournir. Et pour moi, ça c'est très important parce que si on ne peut plus avoir le même meuble, après on passe dans un mass market qui est contre-productif. Marc, même question, j'aurais voulu comprendre comment un architecte aborde le côté évolutif d'un logement. Il aborde le côté évolutif du logement déjà parce qu'il a peut-être des designers qui l'entourent. Ça, c'est quand même la pluridisciplinarité de l'agence, c'est ça aussi. Et c'est important de décorréler aussi ce qui est le hardware, on va dire les murs, de tout ce qui est software. Et donc, Jacques parlait des 238 points d'évolutivité. Certains sont déjà activables immédiatement dans le lieu, mais on prend d'abord les différentes pathologies qui peuvent apparaître dans le séjour et on commence à apporter des réponses. Très simplement, on parlait tout à l'heure de design thinking, c'est vrai que c'est cette démarche-là, c'est si j'ai un problème d'handicap, de quoi ai-je besoin? Donc ça, c'est... Et une fois qu'on a fait la liste, on regarde effectivement ce qu'on peut déjà intégrer dans le logement et ce qu'on va pouvoir pré-installer pour que ce soit activable une fois que la pathologie se déclare. Donc,
cette gymnastique en tant que telle, elle part vraiment des besoins des différentes situations qui peuvent être des situations de handicap ou de complications qui peuvent arriver. Et à partir de là, on apporte des réponses. Mais le logement, encore une fois, c'est cette logique de service rendu par le lieu. Donc, partons de l'usager, regardons quel service on peut lui rendre et voyons comment on peut l'amener et rendre le logement perméable à ses besoins évolutifs. Jacques, une conclusion à l'émission? La conclusion, c'est qu'on est un jeune groupe qui apprend à apprendre et qui a l'ambition aussi d'exister en France. Je reconnais aussi que je suis accompagné par un actionnaire solide, qui est Banque Populaire. Donc, on a les moyens de nos ambitions. Maintenant, on écoute nos résidents. On est là avant tout pour eux parce que bien souvent, je dis aux équipes, avant d'être promoteur, on est d'abord exploitant. Super. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir.